Bonjour les élèves tronc commun, scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, غادي نقصر عليكم درس équilibre d'un solide soumis à des forces non parallèles. في الحقيقة هذا الدرس اللي غادي نديرو هو خلاصة ديال جوج ديال الدروس. الدرس الأول اللي هو équilibre d'un solide soumis à trois forces non parallèles. والدرس الجوج اللي هو équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe. Je vais commencer par les conditions d'équilibre. Alors ces conditions d'équilibre doivent être vérifiées dans tous les cas, soit que le corps n'est pas mobile, ça veut dire ne peut pas être en rotation autour d'un axe fixe, ou bien il est en rotation d'un axe fixe. Et puis on va voir deuxième cas, c'est le cas d'un solide qui est mobile autour d'un axe fixe, et on va voir comment se traduit les conditions d'équilibre. يعني هاد الشروط ديال التوازن دونك ستتحقق سواء لو سوليد ما يمكنلوش يدور حول محور ثابت او لا يمكن له ينجز حركه دوران حول محور ثابت. Donc commençons par les conditions d'équilibre. Vous savez que un solide est en équilibre, ça veut dire que son centre d'inertie est mobile et absence de rotation, ça veut dire qu'il n'est pas en rotation autour d'un axe fixe. يعني الجسم باش يكون في حالة توازن أولا son centre d'inertie خصو يكون ساكن في حالة سكون. ثانيا خص الجسم ما يكونش كيدور حول واحد المحور ثابت. alors هاد يعني جوج ديال les propriétés ديال un solide en équilibre, l'immobilité de son centre d'inertie et l'absence de rotation se traduisent par quoi? Donc, premièrement, si le centre d'inertie du solide est mobile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ou bien implique quoi? Il implique que la somme vectorielle de toutes les forces extérieures agissant sur ce solide égale au vecteur nul. Et deuxièmement, donc on a dit que le solide n'est pas en rotation, ça veut dire qu'il y a absence de rotation du solide autour d'un axe fixe. Alors, donc, il se traduit par le fait que les lignes d'action de toutes les forces agissant sur le solide sont coplanaires, ça veut dire أن هاد الخطوط ديال التأثير كينسميو نفس المستوى, et concurrents, c'est-à-dire ils se rencontrent en un seul point. Donc je vais écrire ces conditions. Alors donc on commence par quoi? Si un solide est en équilibre, alors le solide, que soit mobile autour d'un axe, ou bien qu'il n'est pas capable de tourner autour d'un axe fixe. Donc, si un solide est en équilibre, alors la somme vectorielle sigma des forces extérieures égale à vecteur nul. Alors, cette condition, ضروري pour l'immobilité du centre d'inertie. Ça veut dire que cette condition est nécessaire pour l'immobilité du centre d'inertie, ou bien de son centre d'inertie. Et puis, la deuxième condition est que les lignes d'action de ces forces sont coplanaires et concurrentes. Les lignes d'action de toutes les forces sont coplanaires, ça veut dire que ces lignes appartiennent au même plan, et concurrente, ça veut dire
que ces lignes se coupent en un seul point et qui se rattrapent في نفس النقطة. Donc c'est la deuxième condition. Alors cette condition est nécessaire pour l'absence de rotation. L'absence de rotation du solide. Alors voilà les deux conditions. La première condition, la deuxième condition. Bon, remarque. Alors vous voyez que j'ai écrit ici, cette condition est nécessaire. Est-ce qu'elle est suffisante? Yani واش كافية? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que on peut avoir la somme des forces vectorielles appliquées sur le solide nulle, mais le solide n'est pas en équilibre. C'est le cas du principe d'inertie. On a dit que dans un repère galiléen, si un solide est pseudo-isolé, ça veut dire que sigma des forces égale à 0, alors ce solide peut, ou bien le centre de ce solide peut avoir un mouvement rectiligne uniforme, ou il peut être immobile. Donc, cette condition, c'est une condition insuffisante. Mais cette condition, c'est une condition insuffisante. Alors, les deux conditions sont nécessaires, mais insuffisantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que je puisse appliquer ces deux conditions, il faut que le solide soit en équilibre. Si le solide n'est pas en équilibre, alors je n'ai pas le droit d'appliquer ces deux conditions. Pourquoi? Parce que ces conditions peuvent être vérifiées comme elles ne peuvent pas être vérifiées. Ça veut dire que si le solide n'est pas en équilibre, je ne serai pas sûr que ces deux conditions sont vérifiées. Mais si le solide est en équilibre, alors obligatoirement, ces deux conditions doivent être vérifiées. Ok? يعني أن هاد الشرطين هم شرطين ضروريان ولكنهما غير كافيان. Donc, la première remarque, les deux conditions sont insuffisantes. يعني أنني ما نطبق هاد لي دو كونديسيون حتى كيكون لو كور ou bien le solide en équilibre. عاد عندي الحق نطبق هاد لي دو كونديسيون. Bon, deuxième remarque. Alors la traduction géométrique de cette relation d'équilibre, sigma des forces extérieures égale à 0, est que le polygone des forces, ou bien de ces forces, est fermé. Ok? Donc le polygone, c'est une forme géométrique constituée par plusieurs côtés. Ok? Bon, voilà un polygone, par exemple. Alors c'est un polygone ouvert. Ce polygone-là, elle est fermée. Et qu'est-ce que j'entends par polygone des forces? Ça veut dire que les côtés de cette figure géométrique doivent être les vecteurs force, ou bien les flèches qui représentent les vecteurs force. Bon, ça veut dire que, donc, première condition, ok? Donc c'est la deuxième remarque. Première condition est équivalente à dire que la ligne polygonale des forces, ou bien le polygone des forces, le polygone des forces, est fermé.
Alors dans le cas où le solide est soumis à trois forces, وحنا في الحقيقة عندنا في المقرر فقط جسم اللي ما يمكنلوش يدور حول جسم حول محور ثابت، اوكي، دونك كنسمو فقط ب 3 forces، اوكي. Donc dans le cas où les forces sont on a 3 forces, alors donc le polygone des forces formé par ces 3 forces doit être fermé. Okay. Donc le polygone de force, comment on le construit? Par exemple, on part de la première force, okay, par exemple F1. Okay. Alors la deuxième force, donc je fais une translation de cette force pour que son origine coïncide avec l'extrémité de F1 et l'extrémité de la force F2, okay, coïncide avec l'origine de la force F3. Okay. Donc, par exemple, je vais vous montrer comment on construit cette ligne polygonale. Donc, supposons que j'ai un solide, okay, soumis à 3 forces. Bon, je connais les caractéristiques de 2 forces et à partir de l'étude géométrique ou bien de la méthode géométrique qui consiste à représenter ou bien à construire le polygone des forces, j'en déduis les caractéristiques de la troisième force. Donc supposons qu'on connaît par exemple la direction ou bien les caractéristiques de la force F1, okay, caractéristiques de la force F2, okay. Donc à partir de la construction de polygone de force, je peux en déduire les caractéristiques de la force F3. Alors donc pour construire le polygone des forces, okay, alors donc je peux conserver cette force ici, okay, sur la figure, et puis je translate cette force de telle sorte que son extrémité coïncide avec l'origine de la force F2. Donc comment je fais cette translation? Donc je peux tracer une droite qui est perpendiculaire à la direction de cette force. Tout d'abord, on sait que la translation d'une force, c'est une translation qui ne change ni direction, ni sens, ni intensité de la force. Okay. Donc, tout d'abord, je dois choisir une échelle, okay, pour représenter le polygone des forces, parce que le polygone de force, je ne le représente pas quantitativement، يعني ما كنمثلوش كيفيا، خصني نمثلو وفق سلم. ولهذا دونك كيكون عندي l'intensité de F2 ou l'intensité de F1 et je choisis une échelle. Par exemple, supposons que F1 égale à 5 newtons, F2 égale à, c'est pas moi, 3 newtons, ok. Bon, je dois choisir une échelle pour représenter le polygone des forces. Par exemple, on peut dire que 1 cm correspond à 1 newton. Okay. Et du coup, alors la longueur de la flèche qui représente la force F2 sera de 3 cm. Okay. Donc, je représente cette flèche avec de longueur 3 cm. Puis la force F1 aura 5 cm. Okay. Donc, je représente la flèche qui représente F1 avec une longueur de 5 cm. Okay. Donc, alors voilà, donc je trace cette droite et puis je translate la force, ça veut dire la direction de F2, ok. Lorsque je translate, pardon, F1, il doit garder la même direction et le même sens. Donc, alors soit je représente F1, ça veut dire que l'origine de F1 sera confondue avec l'extrémité de F2, ou bien l'extrémité de F1 sera confondue avec l'origine de F2. Ça veut dire soit je représente F2 de telle sorte que son extrémité sera ici, ou bien je représente F2 de telle sorte que son origine sera ici. Ok, bon, moi je vais représenter F1 de telle sorte que son extrémité coïncide avec l'origine de F1. Donc, à partir de ce point, je trace une parallèle à F1. Ça, donc, alors cette parallèle doit forcément être perpendiculaire à cette droite. Okay. Donc je trace cette direction, okay, voilà. Et ici, donc selon cette direction,
je vais mesurer donc 5 cm et je représente la flèche qui représente le vecteur F1. Donc voilà, supposons qu'ici j'ai 5 cm et je représente, donc ici j'ai F1. Ou bien autrement, donc je peux représenter la force de ce côté. Alors ici j'ai F2, ok. Alors là, si je veux représenter la force à partir de ce point, donc ce point doit être l'origine de F2, de F1, pardon, ok. Alors ici, donc, à partir de ce point, je trace une droite qui est perpendiculaire à celle-là. Voilà. Donc cette droite, elle est parallèle à F1, et je mesure 5 cm et je représente la force F1. Ok. Donc j'ai deux façons de construire ce polygone des forces. Et puis, alors donc, puisque le solide est en équilibre, okay, ça veut dire que le polygone des forces, elle est fermée. Ça veut dire que la force F3, okay, doit fermer, ou bien la flèche avec laquelle je représente la force F3 doit fermer ce polygone des forces. Alors je ferme mon polygone des forces, donc entre ces deux points, je trace la flèche qui représente la force F3. Ok, voilà. Donc la force F3, son origine, ok, bon, doit coïncider avec l'extrémité de F2 et son extrémité doit coïncider avec l'origine de F1. Alors ici j'ai F3. Ok. Deuxièmement, donc cas de l'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe, autour d'un axe fixe. Comme introduction, prenons par exemple un solide S, ok, dont son centre d'inertie, ok, se déplace selon cette direction et selon ce sens. Donc S est animé d'un mouvement de translation, rectiligne. Bon, sous l'effet d'une force, ça veut dire que ce mouvement est entraîné par une force, ok. Voilà la force F, ok. Son point d'application est A. Bon, si on change la position ou bien le point d'application de la force, ça veut dire que je vais appliquer la même force mais pas en A, par exemple en B, au point B. Ok, voilà F. Est-ce que j'aurai le même effet? يعني في الأول غادي نطبق la force F في le point A. غادي يكون عندي واحد l'effet. هذا l'effet شنو هو؟ Donc هو هاد la direction ديال le mouvement ou le sens du mouvement ou la vitesse du mouvement. Il a غيرت le point d'application de la force, ok, وغادي نحسب بنفس la force, يعني نفس l'intensité, نفس le sens, نفس la direction. واش غادي نحصل على le même effet, يعني غادي نحصل على نفس الحركة؟ أكيد نعم, bien sûr que oui, ok. Ça veut dire que l'effet d'une force exercée sur un corps en translation ne dépend pas de la position de son point d'application. Toujours on aura même effet si la force garde les mêmes caractéristiques. يعني أن المفعول ديال القوة المطبق على جسم في حركة إزاحة مستقل على الموضع ديال نقطة تأثيرها. فينما دونك طبقت القوة غادي نحصل على نفس l'effet, ok. Même chose si j'applique cette même force ici, ok, au point C, donc j'aurai le même effet. Mais dans le cas d'un solide mobile autour d'un axe, donc un solide mobile autour d'un axe, ça veut dire un solide qui peut être en rotation autour d'un axe, comme la porte par exemple, la roue d'une bicyclette, les aiguilles d'une montre, ok, un tournevis, ok. Alors il y a plusieurs exemples de solides qui sont mobiles autour d'un axe fixe. Bon, voilà
par exemple notre solide, ok, voilà l'axe fixe. Alors donc je suppose que l'axe de rotation il est perpendiculaire au tableau. Ça veut dire l'axe de rotation, le marqueur maintenant il matérialise l'axe de rotation, ok, il est perpendiculaire. Donc c'est pour cela que je le représente par un point, ok, donc l'axe delta. Alors le solide peut être en rotation autour de l'axe delta, et là j'ai le point O. Donc le point O c'est le point de rencontre, ou bien parmi les points de rencontre de l'axe de rotation. Bon, on va supposer que ici j'ai un disque, avoir une figure à deux dimensions. Donc le disque, a deux volumes, une surface. Donc ce disque est contenu dans le plan du tableau. Et voilà l'axe de rotation. Donc c'est un disque. Donc puisque c'est un disque, donc O représente le point d'intersection de l'axe de rotation avec le disque. Okay. Donc supposons que j'exerce une force, par exemple là, F. Voilà son point d'application. Alors sous l'effet de cette force, le disque donc va tourner ou bien va effectuer un mouvement de rotation avec une vitesse de rotation. Okay. Donc ça veut dire que j'obtiens un effet correspondant à cette force. Supposons que je vais appliquer la même force, okay, et on a un autre point. Ce point par exemple se trouve ici, donc A', et j'applique la même force, F. Alors est-ce que j'aurai le même effet à votre avis? Alors bien sûr que non, je n'aurai pas le même effet. Alors pourquoi? Du fait de... Alors lorsque j'applique la force au point A, غادي يكون عندي واحد l'effet plus important que si j'applique la force F au point A'. Alors pourquoi? Parce que la ligne d'action de la force, lorsque j'applique la force au point A', est plus proche de l'axe. Okay? Tandis que ici, la ligne d'action, elle est très loin de l'axe. C'est pourquoi que l'effet de la force appliquée en A n'est pas le même que son effet lorsque j'applique la force au point A'. Alors donc pour un corps mobile autour d'un axe, l'effet de la force ne dépend pas uniquement des caractéristiques de la force, à savoir la direction, le sens et l'intensité, mais elle dépend aussi de la distance qui sépare l'axe de rotation et la direction de la force. Plus cette distance est grande, plus l'effet est important. Ok? إذن في الحالة ديال إذا كان واحد الجسم عندي قابل للدوران حول محور ثابت، دونك المفعول ديال القوة ما كيرتبطش فقط بمميزات القوة اللي هي l'intensité, la ligne d'action et le sens، mais aussi كيرتبط بالبعد أو القرب ديال خط التأثير ديال القوة من محور الدوران. إذن ولهذا فغادي نتكلم دابا على واحد المقدار، une grandeur qui caractérise cet effet, l'effet rotatoire de la force، المفعول الدوراني للقوة. إذ هذا المقدار كيفاش كنسميو moment d'une force. Alors le moment d'une force, c'est une grandeur qui traduit la capacité d'une force à produire un mouvement de rotation lorsqu'il est appliqué à un solide. يعني le moment اللي كنسميوه بالعربيه العزم كيشرح لنا او كيعبر عن مدى قدره القوه على جعل الجسم في حاله الدوران. اذا كلما كان هذا المقدار كبير الا والمفعول الدوراني كيكون مهم. كلما يعني هاد لا غروندور يعني لو مومون كانت صغيره كلما المفعول الدوراني يكون اقل اهميه. اذا غادي نتكلموا دابا على مومون دون فورس، ولكن حنا عندنا في هذا المقرر ديالنا ديال الترون كومان غادي نسموا فقط بلي فورس اورتوغونال الاكس.
Bon, اشنو هي une force orthogonale à un axe. هادشي اللي غادي نبداو به. Premièrement, moment d'une force. Bon, petit a, moment d'une force orthogonale à un axe. Delta par exemple. Alors, la définition d'une force orthogonale à un axe, okay. Supposons que mon bras, il matérialise l'axe de rotation. Okay. Et supposons donc soit un plan qui est perpendiculaire à l'axe de rotation. Par exemple, ma main, elle matérialise ce plan. Donc, toute force qui se trouve dans ce plan, yani, sa ligne d'action se trouve dans ce plan, est une force orthogonale à cet axe. D'accord? علاش orthogonal حيت عندي واحد القوة اللي كتنتمي لو بلون اوكي perpendiculaire l'axe de rotation. Supposons que mon doigt matérialise cette force ou bien la direction de cette force. Donc si je translate cette force sur l'axe, je trouve que cette force elle est perpendiculaire à l'axe de rotation. Ok? Donc si une force ne se trouve pas dans un plan qui est perpendiculaire à l'axe, alors cette force n'est pas orthogonale. Par exemple, mon doigt, dans ce cas, il ne se trouve pas dans un plan qui est perpendiculaire à l'axe. Par exemple, voilà ma main comme ça. Donc, supposons qu'une force se trouve sur le plan représenté par ma main. Voilà cette force. Donc, si je la translate, je trouve que cette force n'est plus perpendiculaire à l'axe de rotation. Donc, définition. Alors, sur la figure, voilà l'axe de rotation et voilà un plan. Voilà P, par exemple, ce plan-là. Donc, P, il est perpendiculaire à l'axe delta. Bon, supposons que ce point-là représente le point ou bien l'intersection de delta avec le plan P. Donc, ce point sera perpendiculaire au plan. Pardon, en ce point, je trace la perpendiculaire. Alors, toute force, par exemple, supposons qu'on a F1, donc F1 se trouve dans le plan, ça veut dire que sa direction appartient au plan, F2 par exemple, F3. Alors, toutes ces forces, puisqu'ils se trouvent sur le plan P, qui est perpendiculaire à la droite delta, donc les forces se trouvent sur le plan, et leur ligne d'action appartient au plan P. Donc les trois forces sont des forces orthogonales à l'axe delta. Donc la définition est que alors F est orthogonal, ou bien je commence par si la ligne d'action d'une force F appartient à un plan P qui est perpendiculaire à l'axe delta, alors F est orthogonal à delta. Tout simplement. Donc voilà la définition. Bon, maintenant, on va voir l'expression du moment d'une force par rapport à un axe delta. Alors pour cela, donc je vais considérer une barre ou bien une tige qui se trouve dans le plan du tableau. Voilà donc la tige. Voilà, c'est une tige horizontale par exemple. Bon, cette tige peut être mobile ou bien peut être tournée autour d'un axe delta. Voilà par exemple l'axe delta. Et voilà le point O, c'est le point d'intersection de l'axe de delta. Donc dans ce cas, l'axe de delta
elle est perpendiculaire au tableau. Donc le marqueur dans ce cas, il matérialise l'axe de rotation. C'est pour cela que je l'ai représenté avec un point. Bon, considérons la force ici, l'extrémité A, donc est appliquée une force que je vais noter par F1. Alors, donc j'ai pris F1 perpendiculaire à A. Ok? Et la force F2. Ok, donc voilà la force F2. Voilà F2. Son point d'application est B. Bon, le moment de la force F1. Donc je dis le moment de la force F1 par rapport à l'axe delta, parce que le moment dépend de l'emplacement de l'axe delta. Ok, alors je la note par M, ça veut dire le moment de la force F, ok, par rapport à l'axe delta, égal à l'intensité de la force F, ok, fois la distance D. Alors que représente D? D, c'est la distance qui sépare la direction de la force de l'axe de rotation delta. Ok? Donc D, la distance qui sépare la direction de F1 de l'axe de rotation delta. Bon, comment je peux déterminer cette distance? Bon, tout d'abord, par exemple, supposons qu'on a une direction, on a un point ici. Ou bien, donc voilà une droite qui appartient au tableau et une droite qui est perpendiculaire au tableau. Alors comment je détermine la distance qui sépare la droite perpendiculaire au tableau, okay, et la droite confondue avec le tableau? Donc ce point-là, okay, que je vais noter par M, il représente quoi? Il représente l'intersection de l'axe de rotation, okay, et du tableau. Et puisque la droite se trouve sur le tableau, donc pour déterminer cette distance, okay, je dois faire tout simplement une projection orthogonale de M sur cette droite. Et cette projection orthogonale, c'est N. Alors N est la projection orthogonale de M sur l'axe. Et cette distance Mn, elle représente la distance qui sépare la droite matérialisée dont la direction est matérialisée par le marqueur et cette droite qui appartient au tableau. Là, j'ai la perpendiculaire. Ok? Donc, c'est ainsi que je détermine la distance entre un point et une droite par une projection orthogonale. Alors, je fais la même chose. Ok? Donc cette direction, la direction de F1, c'est cette direction. Et l'axe de rotation, voilà. Alors donc N est la projection de M. Et vous voyez ici que A est la projection de O sur la direction de la force F1. Donc D égale à OA. Donc pourquoi? Parce que A représente la projection orthogonale de O sur la direction de la force. Et j'écris ici égal à F fois OA. Bon, pour la force F2, alors donc M delta de F2 égale, même chose, toujours égal à l'intensité de la force, ça veut dire F2, fois la distance, ok, alors là je mets D1, D1, là c'est D2. Donc D2 représente la distance qui sépare la ligne d'action de la force F2 de l'axe de rotation. Okay. Est-ce que la distance OB représente cette distance? Effectivement, non, pas du tout. Pourquoi? Parce que B n'est pas la projection de O sur la direction de la force F2. Alors, pour déterminer cette distance, je dois projeter O orthogonalement sur la direction de F2.
C'est pour cela que je dois prolonger la direction de F2. Ok. Et voilà, donc je projette orthogonalement sur la direction de F2 et je trouve, ok, ici par exemple H. Ok, et là j'ai la perpendiculaire. Donc la distance c'est D2, c'est cette distance. Ici j'ai delta. Ok, donc D2 égale à OH. Alors, donc, c'est pas tout à fait le moment. Il manque une chose. Il manque quoi? Alors, F1 et F2 provoquent la rotation du solide dans deux sens opposés, sous l'effet de F1. Okay? Donc, lorsque la tige n'est soumise qu'à la force F1, alors sous l'action de F1, la tige va tourner dans ce sens. Okay. Donc le sens de rotation de la tige sous l'effet de F1. Tandis que sous l'effet de F2, en absence de F1, la tige va tourner dans le sens inverse, dans ce sens. Voilà, donc le sens de rotation dû à l'effet de F2. Donc vous voyez que les deux forces n'entraînent pas la rotation du solide dans le même sens. Alors donc c'est pour cela que je dois distinguer entre l'effet rotatoire de la force F1 et l'effet rotatoire de la force F2. Donc c'est pour cela que avant d'exprimer ce moment, je dois ou bien on doit choisir un sens positif de rotation. Et le choix est arbitraire. يعني خصني نختار واحد المنحى بكيفيه اعتباطيه للدوران كنعتبروا اللي هو المنحى الموجب للدوران. اذا شنو كنقصدوا بان شوا arbitraire؟ يعني ما كايناش واحد لا ريغل ou bien une loi qui impose un sens de rotation. يعني ما كاينش شي قانون او لا قاعده اللي كتفرض علينا باش نختاروا واحد المنحى دون الاخر. اذن يبقى اختيار المنحى اعتباطي، يعني نختاروا كما بغيت. اوكي، ولهذا نقدروا نتفقوا مثلا نقولوا باللي هذا هو لو سونس بوزيتيف دو روتاسيون. اوكي، alors donc en choisissant ce sens يعني اتفقنا وخسرنا هذا لو سونس اوكي بوزيتيف دو روتاسيون. Alors في هذه الحاله le moment de F1, pardon, la force F1 produit la rotation de la tige dans le sens choisi. Alors donc ce moment sera positif. Tandis que la force F2, donc elle tourne le solide dans le sens opposé du sens arbitraire choisi. Alors ce moment sera négatif. Et du coup, le moment est une grandeur algébrique. يعني تقدر تكون positive ou là négative. Ok? Alors donc si on veut définir le moment, ok, petit v, donc moment d'une force. Bon, le moment d'une force par rapport à un axe delta, alors le moment d'une force par rapport à un axe delta égale à plus ou moins l'intensité de la force fois la distance qui sépare la direction de la force de l'axe de rotation ou bien de l'axe delta. Donc moins si la force ou bien sous l'effet de la force le solide fait une rotation dans le sens opposé du sens positif choisi d'une façon arbitraire, et le moment sera positif si sous l'effet de F le solide tourne dans le sens
positif choisi, d'une façon bien sûr arbitraire. Donc le moment, j'ai dit que c'est une grandeur algébrique. Alors, donc, quoi d'autre? Voilà l'unité de mesure du moment. Donc, je la déduis de cette expression. F, donc c'est en newton, D en mètre. Alors, voilà l'unité du moment, newton-mètre. Bon, maintenant, je vais parler d'une... Bon, petit 1, ici, on a parlé du moment d'une force orthogonale, bien sûr, à un axe delta, ok? Et là, donc, 2, je vais parler de moment d'un couple. Moment d'un couple de forces. D'un couple de forces. Voilà. Alors, un couple de forces, ou bien on parle d'un couple de forces lorsqu'il s'agit de 2 ou plus de forces. يعني على الأقل يكون عندي 2 forces باش نهضر على le moment. Donc soit moment de 2 forces ou bien couple de 2 forces ou bien couple de plusieurs forces. Alors qu'est-ce que ça veut dire un couple? Bon, cette année on va parler uniquement de couple de 2 forces. OK. Bon, on utilise ce couple par exemple pour produire beaucoup de mouvements. Par exemple, si je veux ouvrir le bouchon d'une bouteille, donc j'utilise mes 2 doigts. Ça veut dire que j'applique 2 forces. Même chose, il avait un robinet, ok, donc j'utilise 2 forces. Si je veux ouvrir un vis à l'aide d'un tournevis, ok, alors j'utilise ici plusieurs forces, ok, plusieurs forces. Donc, alors ces forces constituent un couple, ok. Alors je vais donner la définition d'un couple de 2 forces, ok. Donc couple de 2 forces. Donc soit F1 et F2 constituent un couple de 2 forces si, tout simplement, alors F1 plus F2 égale à vecteur nul, ça veut dire que l'intensité de F1 égale à l'intensité de F2. Ok? Et la deuxième condition est que F1 et F2 n'auront pas la même ligne d'action. Sinon, il y a la même ligne d'action, alors ils ne peuvent jamais provoquer un mouvement de rotation. Donc, leur ligne d'action sont parallèles. Ok? Donc, si ces 2 forces satisfait ces 2 conditions, donc il constitue un couple de 2 forces. Bon, donc là, c'est définition. Donc, premièrement, petit a, et là, petit b. Petit b, donc je vais parler de couple d'un moment d'un couple de 2 forces. Donc, moment d'un couple. Ok, alors toujours couple de 2 forces. Alors, pour trouver ce moment, je vais choisir par exemple une tige, voilà. Et là, j'ai 2 forces, la force F1, ok, et la force F2, donc pas nécessairement appliquée à l'autre extrémité, ok, mais cette force, ok, donc elles doivent être de part et d'autre de l'axe de rotation, delta, ok, voilà delta. Ici le point O, et par exemple ici j'ai la deuxième force, ok, donc il doit être parallèle à celle-là et à la même intensité, voilà, F2. Alors F1, F2 constituent un couple de forces. Alors M
delta de ce couple, en fait, c'est la somme du moment de la force F1 plus M delta de la force F2. Ok? Bon, donc, exprimons le moment de la force F1. Alors, donc, je dois écrire que ce moment égale à l'intensité de la force F1 multiplié par la distance qui sépare la direction de F1 de l'axe de rotation. Ok, donc je prolonge, voilà, et là je projette donc O sur la direction. Voilà, donc ici j'ai la perpendiculaire et là j'ai H. Alors voilà donc la distance D1, donc égale à F1 fois D1. Plus ou moins, bien sûr, ok. Donc, alors, le moment d'un couple peut être positif ou négatif. Donc, je vais choisir le sens pour que le moment de F1 et F2, les moments de F1 et F2 seront positifs. Voilà, donc on va choisir ce sens. Sinon, je mettrai ici plus ou moins. Plus, même chose, donc je prolonge F2, voilà. Et je projette le point O sur, voilà, la direction de F2. Là, j'ai H'. Donc, et là, j'ai la distance D2. Donc, F1, D1 plus F2, D2. Et puisque F1 égale à F2, donc ici, je peux mettre égal à F, c'est l'intensité commune à ces deux forces. Donc, je peux factoriser par F, facteur de D1 plus D2. Et D1 plus D2 n'est autre que la distance qui sépare les deux forces, D. Ok, donc égal à F fois D, M delta. Alors on remarque quoi? On remarque que le moment d'un couple est indépendant de la position de l'axe de rotation. Par exemple, si je change l'emplacement de delta, je le pose ici par exemple, j'aurai le même moment. Donc le moment d'un couple est indépendant du choix ou bien de la position de l'axe de rotation. Sauf que cet axe doit être entre les deux forces. Okay? Donc là, okay, donc puisque ce moment est indépendant de la position de delta, donc le moment du couple, je l'écris sans delta. Tout simplement M, donc égal à Fd. Parce que le moment ne dépend pas de la position de l'axe entre les deux forces. Que delta soit ici, ou bien ici, ou bien ici, je trouve le même moment. Bon, alors pour terminer, ok, alors on doit parler de l'équilibre. Donc petit 3, je pense, ok, équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe. Okay. Alors donc, lorsque un solide mobile autour d'un axe est en équilibre, les conditions d'équilibre doivent être vérifiées, parce que j'ai dit que ces conditions sont générales pour les solides qui ne sont pas mobiles autour d'un axe fixe, ou bien pour les solides qui sont mobiles autour d'un axe fixe. Mais pour l'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe, alors ces deux conditions conduisent à un théorème appelé théorème des moments. Ok, donc théorème des moments. Bon, ce théorème-là, il énonce quoi? Que si un solide est mobile autour d'un axe fixe et en équilibre, alors la somme algébrique des moments de toutes les forces et tous les couples agissant sur ce solide est nulle. Okay? Donc si un solide mobile autour d'un axe
fixe, d'un axe delta fixe, alors la somme des moments de toutes les forces par rapport à l'axe delta, ça veut dire les forces extérieures, et la somme des moments du couple égale à 0 tout simplement. Ok? Alors donc, si on a le cas d'un solide qui est mobile autour d'un axe et il est en équilibre, donc je peux exploiter ce théorème pour déterminer l'intensité, par exemple, d'une force inconnue, dont l'intensité est inconnue, ok, à partir de ce théorème. Bon, merci et à la prochaine séance.